Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 3, intitulé Légion d'honneur. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Est-ce que ça te dit pour commencer l'épisode qu'on écoute ta chanson ? Avec joie, je suis toujours partant. Moi, c'est un grand plaisir pour moi d'expliquer mes chansons. Super. C'était le temps où il en avait encore du temps, la fleur de l'âge et la vie comme seul partage. Ça n'a duré qu'un temps, de plus en plus tard à la maison. C'est l'ambition. La Mercedes a remplacé la DS. C'est un balèze, il a fini par arriver au sommet. Bientôt la paix. Non, y a toujours quelqu'un qui a fait mieux. Raté mon vieux. Il s'était condamné à toujours gagner, toujours briller. Pour dételer, il eut une fausse bonne idée. Un palais fortifié, il pourrait rester à l'abri de son envie. Il pourrait se dérober au jugement d'autrui. Beau procédé, la rosette au revers de la veste, c'est joli, c'est bien joué, mais y a toujours quelqu'un qui a fait mieux. Raté mon vieux. Même si tu as une place au Panthéon, tu restes toujours dans ta prison, celle de la comparaison. Merci beaucoup pour le partage de cette chanson qui fait assez vibrer et qui glace quand même aussi un peu le sang. Est-ce que tu pourrais nous en lire les paroles ? Bien sûr. Donc, Légion d'honneur. C'était le temps où il en avait encore du temps. La fleur de l'âge et la vie comme seul partage, ça n'a duré qu'un temps. De plus en plus tard à la maison, c'est l'ambition. La Mercedes a remplacé la DS. C'est un balèze. Il a fini par arriver au sommet. Bientôt la paix ? Non, il y a toujours quelqu'un qui a fait mieux. Raté mon vieux. Il s'était condamné à toujours gagner, toujours briller. Pour dételer, il eut une fausse bonne idée, un palais fortifié. Il pourrait rester à l'abri. De son envie ? Il pourrait se dérober au jugement d'autrui. Beau procédé. La rosette au revers de la veste, c'est joli, c'est bien joué. Mais il y a toujours quelqu'un qui a fait mieux. Raté mon vieux. Même si tu as une place au Panthéon, tu restes toujours dans ta prison, celle de la comparaison. Merci. Merci pour ces beaux vers très justes. On ressent vraiment le sentiment en fait. J'ai pas mal de chansons qui sont théoriques parce que j'ai pas vécu. Il y a aussi l'imaginaire, hein. Mais celle-là, effectivement, pour moi, c'est vraiment du vécu, quoi. Ce que je peux faire, c'est peut-être redéfinir un tout petit peu plus l'envie. Oui. Ce que j'avais fait la dernière fois, parce que l'envie, c'est une émotion, c'est quand même dans les 10 commandements, hein. Tu ne désireras pas la femme de ton voisin, ni son âne. Ah non, on dirait ni sa Mercedes, hein, comme j'ai déjà dit. Le poison de l'envie, le poison de la rivalité, c'est un truc extrêmement important, en fait, parce que tu as Spinoza qui dit que le désir, c'est l'essence même de l'homme. Tu as René Girard qui dit que le désir est mimétique, donc forcément, ça entraîne des rivalités. Donc, si on croit ces deux, le corollaire, c'est que forcément, la société des hommes est une société de violence. Et ma foi, on se demande s'ils n'ont pas tort, parce que moi, je trouve que la violence est partout. Alors, dans nos sociétés, elle est un peu cachée, elle est plus psychologique, on ne prend plus des coups comme avant, mais il y a quand même énormément de violence, essentiellement psychologique. L'envie, donc je la redéfinis encore une énième fois, hein, c'est un sentiment de mécontentement, de ressentiment ou de convoitise à propos des avantages ou des succès
des possessions d'autrui. Mais c'est ce que je disais, c'est que moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est si c'est une possession que toi, t'aimerais avoir, voilà, l'envie, entre guillemets, compréhensible. Mais si c'est quelque chose dont t'as pas envie, c'est juste que t'as du mal à te réjouir pour l'autre. Oui, c'est ça. Même si toi, t'as même pas envie du truc. Par exemple, il Oui, s'achète, je sais pas, un bateau, alors que toi, en fait, t'en as rien à foutre du bateau. Eh ben, tu te dis, ça te saoule que lui, il soit heureux avec son bateau, même si toi, tu t'en fous. Mais pourtant, ça t'enlève rien. Si, justement. Ça t'enlève quelque chose que alors, c'est pas moi qui le dis, parce que pendant longtemps, j'ai cherché. Et en fait, c'est comme il s'appelle Mathieu Ricard qui le dit, entre autres, parce que beaucoup de gens le disent. Qu'est-ce que ça retire ? Eh ben, ça retire le sentiment d'importance de soi. Et donc, c'est pour ça que Christophe André relie ça à l'estime de soi. C'est-à-dire que quand tu as une estime de soi qui est stable, tu n'as plus de problème avec ça à prouver à la terre entière que tu es bon ou tu n'es pas bon. Tu es libéré de ça, mais quand tu as un problème d'estime de soi, eh ben forcément, il y a le corollaire, c'est la jalousie et l'envie. Pour reprendre l'étymologie de l'envie, ça vient du latin classique invidia, qui voulait dire malveillance, jalousie. En fait, cet adjectif est dérivé de invidere, c'est-à-dire in, plus loin videre, vouloir du mal, regarder d'un œil malveillant. Dans invidere, il y a une allusion en fait à la croyance au mauvais œil. Le corollaire, c'est que en français ancien, l'envie, c'était synonyme de hostilité et de haine. D'ailleurs, l'envie se transforme forcément en haine à plus ou moins long terme. Il n'y a qu'à voir la sorcière de Blanche-Neige, la marâtre, et Goethe le disait également. Il n'y a qu'un pas, Goethe disait, il n'y a qu'un pas entre l'envie et la haine. Alors c'est une émotion vraiment extrêmement néfaste qui engendre le poison de la rivalité, qui à la base, tout l'évangile, d'ailleurs toute la saison 2 avant, j'en parle beaucoup de ça, avec René Girard, c'est à mon avis le problème de la société, c'est ça. Il y a énormément de gens qui ont parlé de ça, la Bible par exemple, l'envie raccourcit la vie. Dans le Dhammapada, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je fais semblant de savoir, si les racines de l'envie ne sont pas complètement éradiquées, la tristesse reviendra encore et toujours. Bouddha, je cite Bouddha, celui qui a envie des autres ne trouve pas la paix de l'esprit. Parfois, de façon plus rigolote, Harold Coffin, il disait « L'envie, c'est l'art de compter les bénédictions des autres au lieu des nôtres. » Parce que l'envieux, en fait, la comparaison, il la ressent comme une absence de valeur. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que je redis, c'est lié à l'estime de soi. Ça retire quelque chose. Parce que quelqu'un qui a une estime de soi stable, en général, n'est pas envieux. Il n'a pas besoin d'embêter tout le monde. Bah oui. Puisqu'en fait, il est Renard, OK avec voilà, lui-même. Jules Renard, je cite de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, il disait il n'est pas nécessaire de haïr les riches, il suffit de ne pas les envier. Ouais. Ça m'a frappé parce que c'est quelque chose, une fois, Pepe Mujica, c'est le président de la République uruguayenne de 2010 à 2015, qui est un ancien guérillero, qui a été élu, et qui vivait comme un pauvre avec sa vieille Volkswagen, et qui donnait 80% de son traitement aux pauvres. Et un jour, il y a un journaliste qui lui dit « Mais ça ne vous embête pas d'être pauvre comme ça ?» Et Pepe Mujica a répondu « Mais l'homme pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui a envie. » Et moi, je trouve que tout est dit là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poison plus néfaste pour la félicité. Il n'y a pas d'émotion qui génère plus de tristesse et qui pourrisse plus la vie que l'envie. C'est vraiment... je voulais insister là-dessus, quoi. Alors, la deuxième chose... c'est relié quand même à ce que dit René Girard, et c'est Aristote qui l'a dit, c'est qu'on est envieux des gens qui sont proches, auxquels on peut s'identifier. J'envie pas de Johnny Hallyday parce que c'est quelqu'un qui est très très loin de moi, mais comme je le dis tout le temps, j'envie mon voisin qui a une Mercedes, c'est pas moi. C'est un chagrin en fait que suscite en nous la... Oui, parce qu'en fait, ton voisin, tu te dis, c'est possible, donc pourquoi lui et pas comme moi, alors que quand c'est trop loin, voilà. Et alors, c'est inatteignable. Le truc intéressant, c'est que Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, avait tout de suite vu en disant... Tiens, quand il va y avoir la démocratie partout, les gens vont se taper dessus, ils vont être envieux parce qu'en fait, ils confondent l'égalité de départ avec l'égalité totale. En fait, ce que veut dire la démocratie, c'est que les hommes naissent libres. C'est la différence entre égalité et équité. Voilà. C'est-à-dire que les hommes naissent libres et égaux en droit. Après, si tu fais rien de la journée et tout, c'est sûr que tu auras moins de choses que le gars qui travaille. L'envie est exacerbée par la démocratie parce qu'avant, dans les systèmes d'avant, les systèmes féodaux, chacun était à sa place. Donc le serf, le seigneur était à sa place, le noble était à sa place. Bon, ça a changé après la Révolution, évidemment. Mais avant, le système était que les gens toléraient que les gens soient à leur place.
Enfin, ou plutôt, c'était une donnée comme ça, il ne remettait pas ça en question. Si je peux me permettre, si, il tolérait parce que sinon il se faisait couper la tête. Hein. Oui, mais c'était dans l'ordre des choses, ils n'étaient pas envieux. Donc du coup, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que comme il n'y avait pas d'autres possibilités, un peu comme toi avec Johnny Hallyday, comme c'était un peu dans un autre monde et que c'était pas possible, il avait accepté dès le départ, alors que tant que c'était comme c'est possible... C'est-à-dire que l'envie va de pair avec la proximité, comme le désir mimétique, qui d'ailleurs, toute la théorie de mimétique de René Girard, c'est une théorie sur l'envie. Moi, je dis, tout ça, c'est de l'envie, hein, c'est pareil. Hein. Comte Sponville dit, en fait, il y a de la haine dans l'envie, presque toujours, et de l'envie dans la haine. Et il dit une phrase très vraie, comme on nous pardonne mieux nos échecs que nos réussites. Cela vaut spécialement dans la vie intellectuelle, la haine s'accroît en proportion du succès. Alors ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu un succès monstrueux, mais j'ai quand même fait dans ma vie quelques coups d'éclat, et c'est vrai que, très curieusement, je n'ai pas eu du tout ce que j'en espérais. J'ai eu aussi pas mal de gens... J'ai bien vu que ça les embêtait énormément. Ça, c'est quand même particulier. Enfin, dans le sens où, en fait, du coup, tu fais pas d'ombre. Quoi. Donc, du coup, quand tu fais de l'ombre, ça les énerve. Et quand tu rates, tu fais pas d'ombre. Voilà, c'est aussi le sens aussi du proverbe pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas provoquer l'envie des autres. Et c'est un peu aussi comme quand tu fais un cadeau à quelqu'un et qu'il n'est pas content parce que c'est un beau cadeau. Ça, c'est assez... particulier. Absolument. Ce que j'ai voulu montrer dans Légion d'honneur, je vais le montrer dans Légion d'honneur, dans Un critique aussi, et dans Le créancier du monde, qui sont les 2 chansons qui vont suivre, c'est que parfois il y a de l'envie là où on ne l'attend pas du tout. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que quelqu'un qui a réussi, qui est au sommet de la hiérarchie, etc., qui ne doit plus avoir aucun motif d'envie, mais en fait, c'est même pas moi qui le dis, c'est Aristote. Hein. Et aussi Francesco Alberoni, qui a en fait bien précisé ce que je pensais intuitivement en moi, mais je suis content de le voir chez Aristote et chez Francisco Alberoni, qui a écrit un excellent livre sur les envieux. Et donc, Aristote dit, mais c'est le contraire, c'est-à-dire que quand on est au sommet, on est encore plus envieux. Et donc, c'est exactement ce que je raconte en fait, c'est les histoires d'un proche. Hein. C'est-à-dire que quand il était jeune, il luttait, etc., il n'était pas trop envieux, en tout cas, ça ne se voyait pas. Et puis quand il s'est mis à réussir, le problème, c'est qu'une fois qu'on a réussi un truc, les gens... On est content sur le moment, mais 1 mois, 2 mois après, 3 mois après, 100 jours après, tout le monde a oublié. Donc du coup, le gars qui est comme ça, avec un problème d'envie, un problème de reconnaissance, un problème d'estime de soi, il faut qu'il renouvelle le truc. Donc c'est vachement fatigant de toujours réussir, trouver des choses à faire. Et ce qui fait naître la joie chez ces gens-là, c'est d'abord le fait de triompher, donc il leur faut d'autres objectifs. Mais une fois qu'ils ont atteint la ligne d'arrivée, il leur en faut d'autres. Donc c'est très très fatigant. Et ça ne s'arrête jamais. Ben non. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent consolider leur position, en fait, la rendre imprenable, pour plus dépendre du jugement et de la reconnaissance des autres. Donc, un peu un sésame, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient avoir, c'est ça, exactement ça. Tu as tout à fait raison, c'est ça. C'est comme Napoléon, donc il a fait pas mal de victoires, et il a voulu s'allier, en fait, en mariant ses frères et sœurs et tout ça, aux familles régnantes d'Europe. Et il ne voulait pas être condamné à toujours gagner, il voulait avoir une espèce de légitimité, de droit divin, quoi. Il voulait faire comme l'empereur d'Autriche, qui restait lui-même, quelles que soient les circonstances. Et donc, le savant, l'artiste, l'écrivain, pareil, hein, c'est des gens qui peuvent accumuler toutes sortes de reconnaissances pour se constituer un patrimoine d'honneur. Et le fin mot de l'histoire, c'est objectiver leurs valeurs en se dérobant au jugement des autres. Car c'est ça, la fonction des honneurs, c'est soustraire celui qui les reçoit à la comparaison. Le soustraire aux aléas de la vie sociale et lui faire une espèce de place au panthéon des valeurs incontestées, quoi. Mais le problème, c'est que, donc, contrairement à ce qu'on pense, et ce que j'ai voulu montrer, et ce que j'ai observé chez un de mes proches, c'est que, contrairement, en fait, à ce qu'on croit, les gens qui ont bien réussi, etc., c'est plus l'ascension sociale, c'est plus un facteur qu'un remède à l'envie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont hissés socialement très haut parce qu'ils sont envieux. Et puis, il y a aussi qui tu côtoies. Par exemple, quelqu'un qui en soi est super riche, a plein de trucs, tout va bien, mais qui côtoie des gens qui réussissent encore mieux et qui sont encore plus riches, il va être malheureux, alors qu'en soi, il a 15 fois plus que tout le monde. Exactement, c'est exactement le refrain de ma chanson que j'ai vraiment observé de près. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui a fait mieux. Donc en fait, la personne en question qui a son problème d'envie, d'estime de soi, même s'il a une place au Panthéon, il reste toujours dans sa prison, en fait, la prison de la comparaison. C'est beau, c'est bien dit. C'est une des formes de l'envie, quoi. C'est un poison, en fait.
ce que mon ami Jean-Marc Richard appelle le poison de la rivalité, c'est-à-dire que dans ces entreprises, ils se débrouillent pour gérer ce poison de la rivalité pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Eh ben, c'était vraiment hyper intéressant. Effectivement, moi, j'avais pas du tout compris ce truc que ça s'accentuait, en fait. Tu vois, pour moi, moins tu avais de choses, moins tu étais envieux. En fait, ça n'a rien à voir. Oui, alors c'est pas toujours le cas, hein. Ok. Par exemple, j'ai eu la chance de côtoyer une légende des mathématiques, le grand monsieur qui a démontré le théorème de Fermat, Andrew Wiles, et lui, il n'est pas du tout envieux, il a travaillé, il s'est isolé, il a fait ça par pur amour des mathématiques. Il se trouve qu'il est couvert d'honneur et il y a un bâtiment à son nom et que c'est une légende vivante, mais alors lui, il n'est pas du tout envieux, mais c'est un cas particulier. C'est un gars qui s'est enfermé pendant 7 ans pour démontrer ça, et donc s'il se plantait, il avait perdu 7 ans. Et c'est une des rares personnes haut placées que j'ai vues qui n'était pas envieuse. D'accord. Mais Oui, il y a toujours des exceptions. Mais il y en a, c'est comme les riches, et ils n'en ont jamais assez. Quand tu côtoies des riches, tu t'aperçois qu'ils n'ont jamais assez d'argent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Oui, je voulais remercier Claire de me donner l'occasion Avec d'expliquer plaisir. mes chansons, remercier les fabuleux musiciens, Manuel Rochman au piano, Mélanie Dahan au chant, qui m'ont accompagné. J'ai fait quand même une centaine de chansons avec eux, quoi. Donc c'est quand même sympa de ne pas m'avoir laissé tomber. Et puis l'ingénieur du son qui est fabuleux, Max Gésion. C'est vraiment une belle aventure que tu fais, une belle œuvre et je suis très heureuse qu'on puisse la partager. Et je te remercie infiniment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.